Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on explore un scénario assez particulier, tiré d'un document qu'un auditeur nous a fait parvenir. Mes propres spéculations. Bonjour, oui, un scénario qui pose une question choc dès le départ. Carrément. Imaginez, une étoile qui tombe et paf! Un tiers de l'eau douce accessible sur Terre devient amère, inutilisable. C'est ça, la prémisse est là, une contamination massive, soudaine. Un tiers de l'eau qu'on utilise vraiment. Alors, la question qui tue, quelles régions seraient les plus touchées? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Exactement. On va regarder les faits sur l'eau douce telle que présentée dans ce document, puis suivre la logique, les hypothèses de l'auteur. C'est parti. Explorons ensemble cette spéculation. Où est-ce que ça nous mène? Alors, pour commencer, il faut poser les bases. Quelques chiffres sur l'eau douce, que le document rappelle d'ailleurs, c'est important pour comprendre la suite. Oui, allons-y. Le premier chiffre déjà, il interpelle. Seulement 3% de toute l'eau sur Terre est douce. C'est minuscule en fait. C'est minuscule, oui, face aux océans salés. Et attention, sur ces 3%, ce qui est vraiment disponible pour nous, c'est encore moins. Ah bon? Comment ça? Une part énorme, presque 69%, 68,7% pour être précise, elle est bloquée. Bloqué. Oui, sous forme de glace. Les pots, les glaciers. C'est pas l'eau qu'on puise tous les jours, quoi. D'accord, donc déjà les 2 tiers de cette petite part d'eau douce sont hors circuit pour nous en pratique. C'est ça. Et ensuite? Ensuite, il y a les eaux souterraines, les nappes phréatiques, tout ça. Ça représente environ 30%, 30,1% de l'eau douce. C'est beaucoup ça, non? Les eaux souterraines. Oui, c'est une ressource vitale, bien sûr. Mais y accéder, la renouveler, c'est pas toujours simple non plus. Ok, donc si on additionne la glace et le souterrain, on est à quoi? 99% de l'eau douce? Presque, oui. Ça veut dire que l'eau qu'on voit le plus, les lacs, les rivières, c'est une goutte d'eau dans l'océan, si on peut dire. C'est exactement le point crucial que soulève le document. L'eau douce de surface, lacs, rivières, marais, celle qu'on utilise le plus directement pour boire, pour l'agriculture, l'industrie, Oui, ça ne représente que 0,3% de toute l'eau de la planète. C'est vraiment infime. Et c'est là-dessus que l'auteur concentre son scénario de contamination. 0,3%. C'est waouh, c'est presque vertigineux comme chiffre. On réalise pas toujours à quel point c'est peu, c'est clair. Et même au sein de ces 0,3%, la répartition est super inégale. Et ça, c'est fondamental pour la logique de l'auteur. Ah oui, ok. Comment ça se répartit alors? D'après les chiffres cités dans le document, il admet ne pas connaître la source exacte, mais il part de là. Les lacs contiendraient 87% de cette eau douce de surface liquide. 87%, juste les lacs. Oui, comparé aux rivières qui ne seraient qu'à 2% et les marais à 11%. C'est énorme, la part des lacs. Ah ben oui, là ça explique tout. Ça explique pourquoi le document vise surtout les lacs pour son scénario catastrophe. Exactement. Si tu veux contaminer une grosse partie de l'eau de surface d'un coup, avec un seul événement, L'étoile qui tombe? viser les lacs, la plus grosse réserve, ça semble le plus logique, dans la perspective de l'auteur, bien sûr. Toucher les rivières, ce serait trop éparpillé. D'accord, je vois la logique. Mais alors, le mécanisme lui-même, cette étoile qui rend l'eau amère, le document dit comment ça pourrait marcher, physiquement? Non, pas vraiment. Comment un seul truc pourrait contaminer des volumes aussi gigantesques quasi instantanément? Les grands lacs, Baïkal, c'est immense. C'est une très bonne question. Mais le document reste assez flou là-dessus. Sur la nature de l'étoile, le processus chimique ou autre. Il prend ça comme un fait acquis, en quelque sorte. Voilà. C'est presque un postulat de départ, peut-être tiré d'une lecture prophétique ou d'un scénario préécrit qu'il analyse. Le focus, c'est pas le comment scientifique, mais plutôt le où et le pourquoi dans un cadre plus large, interprétatif. Donc on accepte la prémisse pour suivre le raisonnement. Contamination massive, rapide, par un agent unique. Et on explore les conséquences. C'est ça. Il évoque quand même une autre piste, les eaux souterraines, mais il l'écarte assez vite. Ah oui. Pourquoi? Parce que ça représente quand même 30% de l'eau douce, c'est pas rien. Il y a deux objections principales dans le texte. D'abord, le mécanisme. Comment un truc qui tombe du ciel irait contaminer en profondeur et massivement des nappes? Le lien direct est moins évident, c'est vrai. Moins évident que pour un lac, oui. Et deuxièmement, la vitesse et l'échelle. Même si ça commençait, est-ce que ça pourrait atteindre un tiers de l'eau potable utilisée? Assez vite pour coller au scénario. Voilà. L'auteur semble douter que ça puisse se propager aussi rapidement via les aquifères.
Et il y a cette référence biblique aussi, c'est ça? Oui, l'auteur cite un passage qu'il relie à cet événement où il est dit que l'étoile tombe sur les fleuves et les sources des eaux. Ah, fleuve et source. Pour lui, ça renforce l'idée d'un impact en surface ou sur l'origine des eaux, plutôt que les nappes profondes. C'est son interprétation, toujours. D'accord, donc on se concentre sur les grands lacs. Comment le document les identifie alors? Sur quels critères? L'approche se veut assez méthodique. 3 critères principaux. Premièrement, l'eau doit être douce. Exit les mers intérieures salées comme la Caspienne ou le Grand Lac salé. C'est pas la même utilisation. Logique, eau potable avant tout. Deuxièmement, la connectivité. Si des grands lacs sont très proches ou reliés, ils les traitent comme un seul système. L'idée, c'est qu'un impact pourrait toucher tout le bloc. Genre les grands lacs nord-américains. Exactement. Et troisièmement, le volume. Il faut que ce soit assez gros pour que ça puisse représenter une part significative de l'eau douce de surface mondiale. Disons, potentiellement ce fameux tiers. Ça élimine les petits lacs ou ceux qui sont gelés trop souvent. Voilà. L'idée, c'est une source majeure, accessible et volumineuse. Bon, critères clairs. Alors, quelles sont les zones qui ressortent de cette moulinette? 3 grandes zones candidates se détachent, selon l'analyse du document. La première, l'Amérique du Nord. Des grands lacs, j'imagine. Supérieur, Michigan, Huron. C'est ça. Erie, Ontario, partagé entre les USA et le Canada. Un volume estimé dans le texte à environ 22 686 km3. C'est colossal. Et l'impact humain? L'auteur parle de plus de 30 millions de personnes directement pour l'eau potable, sans compter l'agriculture, l'industrie. C'est une artère vitale pour une région hyper importante. Ouch. Un coup dur pour une superpuissance. La deuxième zone candidate. Deuxième zone, l'Asie. Plus précisément le lac Baïkal en Russie, parfois groupé avec le lac Khuvsgol en Mongolie, ce qui n'est pas très loin. Le Baïkal, le plus grand réservoir d'eau douce liquide du monde, c'est ça? Exactement. Rien que lui, c'est 20% de toute l'eau douce liquide de surface. Le volume combiné est estimé à 24 095 km3, même un peu plus que les grands lacs nord-américains. Et niveau population touchée? L'estimation directe est plus faible, plus d'1 million, dit le texte. Mais la valeur écologique est immense et sa perte aurait des conséquences mondiales, c'est sûr. Fascinant. Et la troisième zone? La plus grosse en volume, peut-être? C'est ça, troisième zone. L'Afrique. Le complexe des grands lacs africains. Surtout le lac Victoria, le Tanganyika et le Malawi, qu'on appelle aussi Nyassa. Et là, le volume? Le total estimé pour ces trois-là, c'est environ 30 050 km3. C'est le plus gros volume des 3 candidats. Et l'impact mondial, ça doit être énorme. Ça concerne tout le monde, en fait. Absolument démentiel. Le texte avance le chiffre de plus de 200 millions de personnes dont la vie dépend directement de ces eaux. 200 millions. Le chiffre donne le vertige. Là, on parle d'une catastrophe humaine, à une échelle inimaginable. Difficile à concevoir, oui. Le document cite d'autres possibilités, même en passant. Oui, il mentionne rapidement l'Amazone. Il note que c'est 20% du débit mondial des fleuves vers l'océan. Donc une cible potentielle peut-être. Mais il reste sur les lacs, hein. Oui, le raisonnement principal reste axé sur les grands réservoirs d'eau stagnante, les lacs. Ça colle mieux, selon lui, à l'idée d'une contamination massive et contenue d'un grand volume. Et il faut insister sur la conséquence décrite. L'eau devient amère, inutilisable. C'est radical, oui. Impropre à toute consommation, les régions touchées deviendraient quasiment invivables du jour au lendemain. Crise humanitaire, soif, faim par manque d'irrigation, déplacement massif de population. Effondrements économiques, sociaux, une vraie apocalypse régionale pour le coup. C'est glaçant. Et maintenant, après avoir listé ces candidats sur des bases, disons, hydrologiques, le document bascule dans une phase encore plus spéculative. Tout à fait. Il essaie de deviner laquelle de ces zones serait la cible la plus logique, mais en utilisant un cadre d'interprétation très, très particulier. Oui, et là il faut être hyper clair. Ce qui suit, c'est de la pure spéculation de l'auteur, basée sur sa lecture des événements futurs. Il utilise un prisme qu'il qualifie d'apocalyptique, de géopolitique. Avec des termes assez forts. Oui, il parle de gouvernement de la bête, de prostituées babyloniennes, d'une prise de contrôle mondiale. Attention, notre rôle ici, c'est de rapporter ce qui est écrit. Exactement. On rapporte ces idées, on ne les valide pas, on n'y adhère pas. C'est une analyse de ce qu'il y a dans la source. C'est fondamental de le préciser. Bien noté. Alors, premier scénario interprétatif qu'il propose. Il vise qui? Ce premier scénario spéculatif pointe vers l'Amérique du Nord, les grands lacs.
Ah, la superpuissance. Quelle est sa logique? Selon l'auteur, pour qu'une force malveillante, qu'il désigne avec ces termes bibliques, puisse dominer le monde, elle doit d'abord neutraliser ou soumettre la puissance dominante actuelle, implicitement les États-Unis. Et rendre l'eau des grands lacs inutilisable, ça aiderait à ça. Comment? L'argument, c'est que priver des dizaines de millions d'Américains et de Canadiens de l'euro, ce serait un coup dévastateur. Ça créerait une crise interne monumentale. Une dépendance totale. Oui, dépendance à l'aide extérieure ou à un pouvoir central très fort pour gérer la crise. Selon l'auteur, ça fragiliserait la démocratie, rendrait les gens vulnérables, prêts à accepter un régime autoritaire ou ce nouvel ordre mondial. Donc, frapper les grands lacs serait une tactique de déstabilisation interne des USA. Vu comme ça. C'est sa première interprétation, déstabilisée par la ressource vitale. Mais ce n'est pas la seule, Non, il y a un deuxième scénario. qui lui pointe vers l'Afrique. C'est ça. Exactement. Un scénario radicalement différent. L'argumentation change complètement. Quelle est l'idée cette fois? L'idée, c'est que cet événement, l'étoile, arriverait très tard dans le processus de prise de contrôle mondial, juste avant le moment où la superpuissance, toujours les USA implicitement, assoit sa domination finale via cette prostituée babylonienne. Et à ce moment critique, Il serait complètement stupide, contre-productif pour cette puissance de détruire ses propres ressources vitales, son propre territoire. logique, oui. On ne scie pas la branche sur laquelle on est assis juste avant de sauter. C'est ça. Et l'auteur ajoute un élément de contexte tiré de son cadre à lui. À ce moment-là, un quart de la population mondiale serait déjà morte. À cause de guerres, famines, épidémies. Oui, catastrophe orchestrée par les pouvoirs en place, selon lui. Dans ce chaos, le contrôle des ressources restantes, eau, nourriture, deviendrait l'arme ultime pour contrôler les survivants. Du coup, la superpuissance aurait tout intérêt à garder ses propres ressources intactes Exact. pour dominer. C'est le raisonnement qu'il propose. La puissance dominante sécuriserait sa propre eau, sa propre nourriture, pour rester forte et contrôler le reste. Donc, la catastrophe de l'eau amère ne la toucherait pas, elle. Alors, qui serait touché dans ce deuxième scénario? L'Afrique, les grands lacs africains. Selon cette deuxième spéculation, la contamination frapperait une région déjà fragile, mais où l'impact humain serait le plus massif, les 200 millions de personnes. Une tragédie inimaginable. Oui. Mais du point de vue froid et cynique de l'entité qui cherche le pouvoir mondial, tel que l'auteur l'a décrit, la perte de ces ressources africaines n'affaiblirait pas directement la superpuissance. Ce serait un drame humain terrible, mais stratégiquement acceptable pour cette force dominatrice. C'est l'interprétation glaçante proposée dans ce deuxième scénario. Deux scénarios, deux conclusions opposées à partir du même événement. C'est fou de voir comment des données sur l'eau servent de base à des récits géopolitiques aussi extrêmes et ancrés dans une vision très personnelle. Absolument. Ça montre bien comment des faits peuvent être intégrés dans des cadres d'interprétation très différents. Ce qui est intéressant, ce n'est peut-être pas la prédiction elle-même, mais comment l'anxiété face à nos vulnérabilités peut être projetée comme ça. Encore une fois, on analyse les idées de l'auteur. Très bien, bon, pour résumer notre exploration, on est parti d'une hypothèse choc, une étoile contamine un tiers de notre eau douce accessible. C'est ça, et l'analyse du document pointe vers les grands systèmes de lacs comme cible la plus probable, à cause de leur volume énorme dans l'eau de surface qu'on utilise. On a identifié 3 zones candidates principales, les grands lacs nord-américains, le Baïkal en Asie et les grands lacs africains. Puis, l'auteur nous a proposé 2 scénarios interprétatifs, très spéculatifs, basés sur sa vision apocalyptique et géopolitique. Soit l'Amérique du Nord est touchée pour être affaiblie, Soit c'est l'Afrique pour préserver la superpuissance tout en créant un chaos humanitaire majeur ailleurs. et on insiste, ces 2 scénarios, c'est de la pure interprétation de l'auteur du document qu'on a examiné. Absolument. Mais au-delà de ça, tout cet exercice soulève quand même une question de fond, non? Qui dépasse cette source précise. Ce qui nous amène à notre réflexion finale. Oui, en effet. Peu importe si le scénario de l'étoile est crédible ou pas, ce que ça met en lumière de façon assez crue, c'est une réalité. Une très grande partie de notre eau douce vitale est concentrée géographiquement. Dans un nombre finalement assez limité de très grands lacs ou systèmes lacustres. Voilà. Et cette concentration, même si elle a des avantages pour la gestion, est-ce qu'elle ne nous rend pas aussi collectivement très vulnérables face à des événements extrêmes? Qu'ils soient naturels, accidentels
ou même provoquer délibérément. C'est la question qui reste. Si on perdait soudainement l'accès à un de ces géants d'eau douce, quelles seraient les vraies réactions en chaîne? Pas seulement pour les gens sur place, mais pour les équilibres économiques, sociaux, géopolitiques, à l'échelle régionale ou même mondiale. C'est une réflexion qui semble essentielle, surtout aujourd'hui, avec la pression croissante sur les ressources en eau partout dans le monde.